Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le groupe Recherche Langage s'est intéressé à la complexité du langage qui est au carrefour de différentes disciplines. La psychologie, la linguistique, la neurologie, la neuropsychologie, l'ethnolinguistique, la psycholinguistique. Les différents regards interprétatifs de ces disciplines donneront la matière réflexive pour aborder dans un premier temps l'évaluation du langage et dans un deuxième temps des pistes d'orientation de rééducation via des recherches expérimentales. La complexité de l'évaluation du langage exige d'aller au-delà du symptôme. La démarche d'un bilan qui ne se baserait que sur celui-ci serait réductrice et fonctionnellement non opérante. Pour rappel, le thérapeute du langage se trouve souvent confronté à une plainte qui correspond dans sa pratique à un symptôme, c'est-à-dire au dysfonctionnement d'un élément formel et observable du langage sur le plan clinique et ou psychométrique. Le patient articule mal, altère sa phonologie, comprend difficilement une consigne orale ou écrite. Ces marqueurs constituent des symptômes visibles qu'il convient d'évaluer en première ligne. L'analyse interprétative permet d'aller au-delà des symptômes et rappelle la nécessité d'inscrire, en deuxième ligne, les données recueillies dans un contexte pragmatique, comment le patient gère les échanges interpersonnels, dans un contexte culturel, quelles sont les règles ou les standards communicationnels admis dans le groupe, dans un contexte émotionnel, quelles sont la disposition mentale du patient au moment de l'examen, son adhésion et sa liberté de choix, et enfin dans un contexte cognitif, quelles sont ses ressources attentionnelles, exécutives, mnésiques, gnosiques et praxiques. Ces données correspondent aux facteurs extrinsèques ainsi qu'aux facteurs intrinsèques dans la construction du langage. Ces facteurs seront développés un à un et notre démarche insistera sur leur interaction qui conditionne l'émergence d'un langage singulier, propre à une personne en fonction de la culture qui l'accueille, de la richesse de ses expériences communicatives, de son potentiel cognitif. L'examinateur analyse le langage dans ses composantes visibles et ses mécanismes sous-jacents, et l'étudie aussi en lien avec d'autres activités cognitives comme lire, écrire, raisonner. Le langage s'inscrit dès lors comme un outil dans la construction de ses apprentissages. Ceci induit un autre regard dans la démarche évaluative. Le souci des auteurs est d'inscrire tout thérapeute du langage dans une démarche globale, complète et unique, et de le soutenir dans une analyse réflexive à partir de données observées. Dans un premier temps, nous aborderons les différents concepts inhérents à la construction du langage. Dans un deuxième temps, nous étudierons le langage en tant qu'outil dans la construction des apprentissages. Ces différents regards sur le langage permettent en effet une analyse multifactorielle à la suite de laquelle s'inscrit un diagnostic d'une pathologie donnée. Les démarches diagnostiques ne feront cependant pas partie de notre propos. Dans un troisième temps, nous illustrerons les différents concepts développés par la présentation de recherches cliniques. 1. La construction du langage. Le schéma ci-dessous reprend les facteurs extrinsèques et intrinsèques nécessaires à la construction du langage. Nous commenterons les premiers facteurs à savoir communication, culture, environnement, émotion, motivation, fonctions attentionnelles et exécutives. Groupe Recherche Langage. Le langage, fonction cognitive, se construit grâce à d'autres fonctions. Le développement du langage se révèle intégré à celui d'autres habiletés cognitives et socio-cognitives qui le rendent possible et l'accompagnent. Debassano 2007. Certains processus sont cependant spécifiques au langage. Processus de décodage de l'information auditive ou visuelle, processus en lien avec l'articulation, processus lexical, processus touchant l'analyse syntaxique ainsi que le traitement de sens. Un consensus existe actuellement à propos du développement du langage, celui d'une approche intégrative. Les différents niveaux d'organisation du langage ainsi que les relations entre celui-ci et les autres fonctions cognitives jouent un rôle primordial dans le développement des capacités linguistiques. Analysons ces différentes fonctions. Facteurs extrinsèques. Communication. Le cadre dans lequel le langage évolue et s'épanouit est la communication entre un locuteur et un auditeur. Avant tout besoin d'objets spécifiques, l'individu a besoin d'entrer en relation avec l'objet environnement, c'est-à-dire qu'il a besoin de stimulation et d'interaction. J. Perossi 2008.
Cette communication est tout d'abord non verbale et permet à l'enfant d'entrer en interaction avec son environnement. Elle passe par le regard, le geste, la posture, la manipulation d'objets, la prosodie. Tout au long de leur développement, le langage non verbal et le langage verbal vont évoluer conjointement. Par ailleurs, plus on communique, plus le langage verbal devient précis et s'organise. Nous nous référons ici à la phonologie, à la sémantique, au lexique, à la morphosyntaxe et à la pragmatique tant non verbale que verbale. Autrui, par ses réactions, amènera le locuteur à clarifier les concepts et soutiendra ce dernier dans la construction de sa pensée. Ainsi le plaisir de communiquer et de mieux comprendre son environnement va s'installer. Il y a enrichissement mutuel. La communication résulte d'un processus d'interaction entre différents canaux, verbaux et non-verbaux. Dans ce processus interviennent diverses variables psychologiques, émotions, contextuelles, culture, société, sociale, âge, sexe, éducation et cognitive, fonctionnement intellectuel, système de représentation. Émotion. Le système émotionnel joue un rôle important dans la mise en place de la communication, d'abord sur le plan de la motivation et ensuite sur le plan de la compréhension et de l'expression des messages. D'une part, l'émotion en tant qu'état motivationnel nous pousse à agir et à exprimer. Elle met en relation le sujet et le monde. Les émotions sont vues, en psychologie cognitive, comme une question de survie pour l'être humain. C'est dans ce contexte que la langue s'apprend. Il suffit d'examiner les premières interactions mère-enfant ou la situation d'apprentissage d'une seconde langue pour s'en rendre compte. D'autre part, envisageons l'émotion en tant que véhicule de message. La communication peut refléter l'état affectif de l'interlocuteur et du locuteur. Les ressentis, les émotions, les états d'âme d'une personne peuvent se traduire par le corps, gestuel, mimique, mais aussi par la prosodie et la parole. C'est donc ainsi que l'enfant va apprendre à percevoir les émotions, à les détecter, à les discriminer et les reconnaître et ce, dès le début de la relation mère-enfant. Cette faculté à comprendre les états mentaux de l'autre est à la base d'une communication interpersonnelle adaptée. Culture. Revenons à la communication dans un cadre contextuel, plus précisément culturel. Les types d'interaction avec l'entourage durant les premières années de vie induisent un mode particulier d'utilisation de la langue sur le plan pragmatique et sémantique. Ainsi, l'étiquetage référentiel qui concerne les niveaux phonologiques, lexical et morphologiques s'inscrit dans la communication et dépend de l'origine sociale et culturelle. Dans ce cadre, l'enfant se développe et développe son langage au sein de la culture de son milieu d'appartenance. À titre d'exemple, sur le plan phonologique, les accents régionaux signent l'appartenance. Sur le plan lexical, le concept neige chez les Inuits se traduit par une multitude de termes. Sur le plan morphosyntaxique, la phrase suivante, « I miss you, tu me manques » aborde la personne comme sujet ou complément du verbe selon la langue concernée. La culture constitue le système de référence du groupe et infiltre les modes de pensée. De même, elle autorise à dire et à ne pas dire. Le langage va donc traduire le système de valeurs du groupe et exprimer des phénomènes affectifs dans une dynamique d'échange. Toby Nathan et M. R. Moreau 1995. Ceci nous permet de concevoir le langage comme partie de la culture, comme produit de la culture et comme condition de la culture. Bertelier 1976. Fonctions attentionnelles et exécutives. Les fonctions attentionnelles et exécutives sont des fonctions tentaculaires de haut niveau. Elles sont interdépendantes. Elles infiltrent, commandent et déterminent toutes les fonctions cognitives qui, en tant qu'acte volontaire, nécessitent l'intervention de la planification, de l'inhibition et de l'attention. L'action de ces fonctions hiérarchisées s'exerce également sur le langage. L'acte langagier est en effet le produit et le moyen d'une dynamique contrôlée et interactive entre la mémoire, les practognosies et le raisonnement. Groupe Recherche Langage. Commentons le schéma pour mieux comprendre ces fonctions attentionnelles et exécutives. Ces fonctions sont transversales et sont nécessaires à toute activité cognitive quel que soit le contenu verbal et ou non verbal, par exemple visuospatial. L'inhibition en est la pierre angulaire. Elle est présente dès la sélection d'un stimulus qui peut devenir le but d'une tâche sélectionnée. Cette sélection entraîne dès lors
L'inhibition des réponses non pertinentes tout au long du traitement de l'information et de l'exécution de la tâche. L'exécution d'une tâche nouvelle, qu'on apparente à une situation de résolution de problème. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.